Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui on va parler de Clash at the Castle, mais pas que, on va aussi parler un petit peu du Raw qui a eu lieu hier, légèrement. On va faire un petit récap un peu de tout, encore une fois, cette vidéo assez libre, c'est pas une review, juste une simple review de Clash at the Castle, on va passer aussi en revue un peu ce qui s'est passé en conférence de presse de ce même show. On va parler un peu de tous les catcheurs, leur avenir, leur passé, etc. Déjà, Clash at the Castle, show qui se passe à Glasgow, dans le territoire de Drew McIntyre. On est en plein chez lui. Il a le main event, il a un match de championnat pour le World Heavyweight, le titre qu'il a perdu à WrestleMania. Une grosse histoire, un gros main event, bien attendu par les fans de Glasgow et par les fans de catch à travers le monde, et tous les fans de Drew McIntyre à travers le monde. Et je vois beaucoup de gens sur la toile dire qu'ils ont été déçus du show. Ah, le show était pas ouf. Oh, c'était pas hyper bien. Oh, et la fin était tellement décevante. Mais on passe à une nouvelle ère, tu parles. C'est pas une nouvelle ère, c'est tout comme avant. C'est scandaleux, je sais pas quoi. Les gars, ne soyez pas en colère du fait que la compagnie vous a eu. Et vous avez ressortir de la hit, de la vraie hit. La hit qui donne envie de voir la suite, donne envie de voir Drew McIntyre mettre la main sur la personne responsable de tous ces travers. On a hâte de voir ça. Ne soyez pas en colère contre votre propre déception. C'est normal, c'est exactement ce que la compagnie voulait. Comme à part, j'ai pas trouvé le show incroyable par rapport au show en globalité, mais je dois admettre que l'opener et le main event étaient d'excellente facture, et cette fin, ce spot final, on va ouvrir, en parlant de ça, on va parler du match Damian Priest contre Drew McIntyre pour lancer ce podcast. Je trouvais que c'était le meilleur match de la soirée, non pas juste par rapport à ce qui s'est passé dans le match, mais par rapport à ce que ça raconte, par rapport au fait d'avoir envie de voir la suite, de rendre cette rivalité avec encore plus d'animosité. Ce match est parfait pour ça. Alors allons-y. Drew McIntyre est actuellement sur le run de sa vie. Drew McIntyre n'a jamais été aussi intéressant de sa carrière. Parce qu'il est dans une position où il excelle. La position du mec qui en a rien à foutre, qui s'en bat les couilles, qui est aigri, qui est en colère, qui n'en peut plus, qui a de bonnes raisons d'être aigri, d'être en colère, mais qui veut le championnat, c'est maladif pour lui, et qui est obnubilé par des choses extérieures. Ce Drew McIntyre l'apprécie, excelle. C'est la meilleure version de Drew qu'on puisse avoir. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que la version Drew McIntyre champion soit supérieure à cette version qu'on a actuellement. Bien sûr, on a tous envie de voir Drew champion. Moi aussi, je suis un immense fan de Drew. Et une partie de moi avait envie de le voir célébrer à Glasgow avec ses fans, avec ce titre. Bien sûr. Mais je dois admettre que j'avais plus envie de voir l'autre scénario. Et c'est ce scénario-là qui a été fait. Et j'aurais pas pu être plus heureux parce que je sais ce que ça peut représenter pour l'avenir de la compagnie. Drew McIntyre affronte Damian Priest. Damian Priest qui, quant à lui, est toujours en quête d'obtenir ce prestige, d'être intégré en tant que champion prestigieux. Parce que pour l'instant, Damian Priest, il en est conscient, et ça se voit, c'est un fait, est un champion de transition. Pour l'instant, c'est le cas. Et si Drew n'était pas en rivalité face à CM Punk à l'heure actuelle, et si ça ne lui aurait pas coûté le match, il n'y a aucun débat que Drew aurait pété la gueule de Damian Priest et aurait pris le titre, parce que Drew est plus intéressant, plus fort, et est un meilleur main eventer que Damian Priest sur tous les aspects, bien sûr. Mais ce facteur-là joue, et Damian Priest a besoin de se crédibiliser en tant que main eventer, en tant que champion, parce que c'est un très bon worker. Damian Priest, c'est un très bon worker. Damian Priest, pour l'instant, je trouve que c'est un catcheur qui est solide sur tous les aspects, en promo, en attitude, en catch, en physique, en aura. Il est solide, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais est-ce qu'il a encore l'aura de main eventer, l'aura d'un champion? Non, pas pour l'instant. Il est champion sur le papier, mais il faut encore qu'il se crédibilise comme ça. Et je pense que la compagnie en est consciente et essaye de donner le plus de temps possible à Damian Priest pour qu'il puisse se crédibiliser. Et c'est le choix qui a été fait ce soir, c'est que oui, Damian Priest est moins talentueux sur tous les points que Drew McIntyre. Et il le nécessite, et il dégage moins de réactions près des fans que Drew McIntyre. Oui, c'est un fait.
Drew mérite plus d'être champion que Damien Priest. Mais par rapport à ce qui se passe en termes de storyline, la WWE est arrivée à nuancer la chose pour que Drew soit occupé dans une storyline extrêmement intéressante, on va en revenir, pour que Damien Priest puisse se crédibiliser encore plus en tant que champion. Et là, Damien Priest va affronter maintenant Seth Rollins à Money in the Bank. C'est pas encore officiel, mais ils ont lancé un peu l'intrigue à Raw. Et j'aimerais bien que Damian remporte aussi contre Seth Rollins. Je sais pas si Seth Rollins est vraiment clear de revenir sur les rings. J'aimerais qu'il ne le soit pas pour que Damien Priest puisse battre l'ancien champion de manière clean, fair and square, pour qu'il puisse se crédibiliser encore. Je pense que Damian a besoin de cette victoire. Il a besoin de ça pour battre Seth Rollins. Mais en même temps, Seth Rollins, s'il devient champion, ça peut permettre à Punk ou Drew de revenir le chercher pour relancer cette rivalité qui est quand même assez intéressante des deux côtés. Bref, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ils sont en train de rendre le World Heavyweight Championship, tout ce qui gravite, toutes les storylines qui gravitent autour de ce championnat, extrêmement intéressantes. Et le champion, ils sont en train de le crédibiliser pour qu'il soit lui aussi, qu'il fasse lui aussi partie de ces storylines intéressantes, qu'il soit tout aussi intéressant que Seth, que Punk et que Drew McIntyre. Et c'est l'objectif qui est lancé là-dedans. Le match en tant que tel était hyper bon. Et il y a un truc qui a mis le match dans une autre sphère, c'est que on avait deux workers, Damien Priest, Drew McIntyre catché comme un face parce qu'il était chez lui, Priest était le heel, il faisait un gros travail de hit, etc., des grosses offenses, c'était bon, du bon selling, et au moment Damien Priest a eu sa jambe emprisonnée dans les cordes, et c'était hyper effrayant. Il y a un monde où Priest hyper sa jambe. Il y a un monde où Priest ne peut plus catcher. Il y a un monde où ça arrive. Il a été chanceux, je sais pas encore s'il est en état de catcher, mais on l'a vu pouvoir marcher tranquillement, faire une promo avec Seth Rollins, apparemment ça va, il va bien. Mais c'était un spot extrêmement effrayant, et le mec s'est battu tout le long, ça a rajouté beaucoup de... Encore une fois, le mec, dans le kayfabe et dans la vraie vie, cherche à se crédibiliser. Et avoir ce spot extrêmement effrayant de lui qui se coince la jambe et de lui qui continue à se battre en boitant, etc., à faire son match. Putain, respect, mec. Respect à Damien Priest. Je veux que tout le monde respecte Damien Priest pour sa performance parce qu'il a été exemplaire ce soir-là. De toute façon, tout le monde a été exemplaire ce soir-là. Mais bref, le match est super et ajoute une autre dimension avec cette blessure de Priest. Et quand on arrive à la fin du match, j'ai tellement rigolé. J'ai tellement jubilé, j'en pouvais tellement plus de rire. On a McIntyre qui a Priest mort, il a fait son Claymore, Priest est vaincu, sauf que l'arbitre est out, l'arbitre a pris un bump et est hors du ring. Il faut un remplaçant vite, et Drew dit vite, appelez un arbitre, et il tient la jambe de Damien Priest. Et là, la production, mais grand bravo à la production, la caméra est hyper éloignée et on voit un arbitre foncer. Encore une fois, elle est tellement éloignée qu'on peut pas reconnaître qui c'est. Mais bon, je suis pas con et je sais très bien ce qu'ils sont en train de faire. Je n'en doute pas moi, je sais exactement ce qu'ils font. Avec une caméra éloignée, je sais que la fédération veut que je reconnaisse pas cet arbitre. Et là, pareil, on a un plan de dos de l'arbitre qui glisse dans le ring, donc on peut voir que le dos. Mais au bout d'un moment, la coupe de cheveux, on la reconnaît entre mille. On a un Punk hostile de Chicago venu envahir Glasgow, arborant un t-shirt d'arbitre, faisant le tomber. 1, 2, il s'arrête à 2. Drew regarde l'arbitre, son regard s'illumine, il a les yeux grands ouverts, il est enragé, et Punk est là avec un t-shirt d'arbitre. Et maintient le 2, il fait exactement la même pose qu'il y avait sur le t-shirt de Drew McIntyre sur le RIP, le WrestleMania de CM Punk. Il a exactement la même pose, il se fout de sa gueule, il jubile, Glasgow et sans dessus-dessous, ça hue comme pas possible, il y a une méga clim, les Punk est l'ennemi public numéro 1 à Glasgow, et moi je suis là, je regarde ça, et j'explose de rire. Je suis tellement mort de rire. Je jubile tellement. Et Drew est hors de lui. Et il se lève et il commence à agresser Punk. Et Punk, bam, coup dans les couilles, direct. Il est pas là pour faire ça. Il est juste là pour ruiner la vie de Drew McIntyre. Et c'est ce qu'il fait. Coup dans les couilles, il se barre. Et Damien Priest fait son choc slam et obtient la victoire. Et la hit est nucléaire à Glasgow. Les gens n'en peuvent plus. Ils sont
dégoûtés. Et tous les fans de catch à travers le monde sont dégoûtés. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette merde? Mais putain, mais pas possible de faire un main event sympa. C'était au moment de Drew, putain, compagnie de merde, etc., etc. Et c'est exactement ce que la compagnie voulait. Et moi, je trouvais ça, mais tellement génial. Mais tellement génial. Encore une fois, cette rivalité Punk-McIntyre est la meilleure rivalité de l'année. Elle est excellente, c'est une véritable animosité et les voir tous les deux s'affronter dans un ring, c'est sûrement le match de catch que j'attends le plus depuis très longtemps. C'est un match que j'attends plus que la revanche entre Cody et Roman Reigns, pour vous dire. C'est vraiment un match que j'ai hâte de voir parce que ce qu'ils sont en train de faire tous les deux, l'animosité qui se dégage entre les deux est tellement réelle et tellement palpable. Et ils se lancent des pics à tout va, que ce soit dans les shows de catch, que ce soit sur le net, que ce soit partout en interview, les mecs ne peuvent pas se saquer. Encore une fois, que ce soit réel ou pas réel, ils jouent le rôle tous les deux à la perfection et ils nous font croire qu'ils ne peuvent pas se saquer et qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de se foutre sur la gueule. Drew McIntyre était à un stade où il disait bon, j'en ai ras le cul de Punk, on va l'oublier, je vais me concentrer sur le titre, mais Punk l'a dit en conférence de presse, tant qu'il sera présent, tant que Punk sera présent, il fera en sorte, et c'est une promesse qu'il fait à Drew et à lui-même, il promet que Drew n'aura jamais un titre mondial tant que Punk aura de l'air dans ses poumons. Il a dit ça en conférence de presse. Il l'a dit. Je ferai vivre à ce mec un véritable enfer. Et il s'y tient. Le mec a volé de Chicago jusqu'à Glasgow juste pour ruiner la vie de Drew McIntyre. Et c'est si drôle. Et c'est si drôle parce qu'encore une fois, pourquoi je jubile? Parce que je sais que cette version de Punk, c'est la meilleure version de Punk. C'est la version de Punk qui est face, mais qui va faire chier, qui va faire vivre l'enfer aux autres, parce qu'il faut pas l'emmerder, Punk. Il l'a toujours dit, il l'a toujours fait, il l'a toujours assumé. Il ne faut pas l'emmerder, sinon il va répondre. Cette version de Punk-là, elle est légendaire et on l'adore. Et la version de Drew, qui est enragée, qui sent que, putain, on lui pisse dessus jour après jour, alors qu'il a tout pour lui, qu'il a tout pour être le plus grand catcheur de la fédération, et pourtant, on continue de lui manquer de respect, et il continue de se faire humilier, de se faire avoir. Et il est enragé, et il est dégoûté, et cette version de Drew-là est la meilleure. On a actuellement la meilleure rivalité du monde du catch à l'heure actuelle, avec deux personnes qui sont à leur prime, enfin, qui sont à leur meilleure personnalité, à leur meilleure énergie, leur meilleure dynamique. On a trop hâte de voir ça. On a trop hâte de voir ce qui va se passer. Et là, Drew à Raw a fait un truc que j'ai trouvé génial. Et tous les fans sont en train de croire, parce que le mec est tellement réel, tellement sincère et tellement bon dans son exécution de sa promo, qu'il réussit à faire croire aux gens à travers le monde que le mec a réellement quitté la fédération. Parce que à Raw, il est arrivé, il a pris le micro, il était juste en mode CM Punk, il savait pas quoi dire, et il s'énervait, ça montait en lui, et il a dit mais nique cette compagnie, j'abandonne, j'arrête, je démissionne, I quit. Et il se barre, et Adam Pearce et Triple H essaient de le ramener à la raison backstage, il est en mode non, j'en ai ras le cul, j'en ai plein les couilles, j'arrête tout, je me barre. Et je sais que Punk là est en train de jubiler, et à SmackDown, il va se passer à Chicago, on va voir CM Punk à SmackDown, normalement c'est ce qu'il avait dit en conférence de presse, et j'ai juste envie de voir un Punk qui jubile, qui se prend en tant que face, qui se prend en tant que heel, je m'en fous, Punk c'est une star, et il peut avoir la dynamique qu'il veut, c'est un peu comme Brock Lesnar, face ou heel, le mec a juste profite. Il va profiter et il va embrasser la dynamique qui est en train de se passer. Si les gens le huent, il va embrasser son côté heel. Si les gens l'acclament, il va embrasser son côté face. Et Drew, c'est pareil. Drew, c'est un heel en soi profondément, mais les gens l'adorent, les gens l'aiment parce que putain, ils sont conscients que le mec se fait avoir au fur et à mesure qu'il se fait putain, que la compagnie lui chie dessus. Mais en même temps, Punk, il a raison d'en vouloir à Drew parce que Drew, il a fait un truc vraiment pas cool quand même. Il y avait des choses sales. Les deux personnages, face ou heel, quelle que soit la dynamique qu'ils embrassent, ils ont raison de s'en vouloir. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est qu'on veut voir des rivalités tangibles. C'est ce qui manque depuis tellement longtemps dans le monde du catch. Enfin, on a quand même plusieurs à la WWE, bien sûr, ils font les choses bien. Mais je veux dire, à ce point aussi
avec autant d'animosité palpable à ce point, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Et qu'est-ce que c'est bon, putain. Qu'est-ce que j'ai d'être à SummerSlam. Je pense que SummerSlam, ce sera un Drew contre CM Punk. Je vois pas un monde où il n'y a pas ce match à SummerSlam. Punk, plus les temps avancent, plus l'air d'être clear pour catcher. On va voir, faut encore évaluer la chose, mais qu'est-ce que c'est bon, putain. Qu'est-ce que c'est bon. Et donc, à Chicago, je pense que Drew, il est possible que Punk jubile et que Drew arrive de nulle part et latte la gueule de Punk. Et qui lui latte la gueule, qui se déchaîne à Chicago. Après tout, Punk a volé le moment, a humilié Drew alors qu'il était chez lui. Pourquoi Drew ne ferait pas pareil à Chicago, dans les maisons de Punk? Je veux dire, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est excitant d'être fan de catch actuellement. Qu'est-ce que c'est excitant d'être fan de catch actuellement. C'est tellement bon. Et très rapidement, par exemple, la conférence de presse de Punk à Glasgow, où il revêtait un t-shirt, je crois que c'était un t-shirt d'un maillot de l'équipe de Glasgow, et justement, il le revêtait en full troll ultime pour Drew McIntyre, c'était jubilatoire. Et quand je l'ai vu arriver, je regardais la conférence de presse tranquille, et il n'était pas annoncé pour être dans la conférence de presse, Punk. Et quand j'ai appris que Punk allait arriver en mode surprise pour une conférence de presse, j'étais tellement excité parce qu'on se rappelle que la meilleure promo de CM Punk à l'heure actuelle de sa carrière a eu lieu en conférence de presse. Hein. Oui, je place cette promo dans le top 1 des promos de CM Punk de tous les temps. Voilà, faut le savoir, le AEW Media Scrum Brawlout, c'est clairement sa meilleure promo qu'il a fait toute sa vie. Il n'y a pas plus culte, je trouve, que celle-là maintenant. Je trouve encore plus culte que sa pipe bombe à WWE. Vraiment, elle est tellement incroyable. Mais bref. Ça faisait depuis ce jour-là qu'on n'avait pas vu Punk en conférence de presse. Et quand je l'ai vu arriver, il est arrivé avec une boîte de donuts. Faisant référence au muffin qu'il mangeait au Media Scrum No Out. Le mec, c'est un génie. J'en peux plus. Ce mec, c'est un génie. C'est un putain de génie. Il me fait jubiler alors qu'il arrive pour une conférence de presse, quoi. C'est pas possible. Et je suis là et je suis prêt. Je suis extrêmement diverti. Alors, il n'y a aucune raison qui dégomme tous les reporters, tous les journalistes ici, il n'y a aucune raison, mais tu sais, on a cette petite hâte. Est-ce qu'il va nous refaire encore une dinguerie? Est-ce qu'il va redire encore des dingueries en conférence de presse? C'est possible. Et à plusieurs reprises, il a dit aux journalistes, bon, faites gaffe, parce que de toute façon, je peux pas vous saquer, de toute façon, donc faites attention à ce que vous dites. C'était hilarant. C'était extrêmement hilarant. Et à un moment... matez cette conférence de presse si vous l'avez raté, mais à un moment, il y a un Mark ultime, je sais pas quel est son nom, je sais pas quel est son âge, mais c'est un abruti fini, qui arrive en conférence de presse, qui parle à CM Punk, et qui lui fait « Waouh, ta rivalité face à Drew, elle est extrêmement réelle, palpable, il y a plein d'animosité, il y en a tellement que pour moi, si je la bookerais, le premier match, j'en ferais un Hell in a Cell. » Et Punk, il est en mode « Non, mais quoi? Mais non !» Et il lui fait... C'est quoi ton nom? Alors, avec tout le respect que je te dois, le premier match, un Hell in a Cell, eh ben écoute, ton fantasy booking, tu peux te le foutre ailleurs parce que c'est pas ce qu'on fait ici. Et oui, et encore une fois, c'est pour ça que j'arrêtais pas de dire que, encore une fois, c'est ce qui a provoqué cette cassure à la l'AEW et avec le booking de Tony Khan. Ce mec se marque avec toutes ses doigts dans les yeux qui dit « Oh, c'est tellement animosité, votre premier match devrait être un Hell in a Cell. » Non. Et beaucoup de gens pensent comme ça. Beaucoup de gens pensent que « Oh là là, grosse animosité, Hell in a Cell, direct, premier match, boum !» Non, un Hell in a Cell se mérite. Un Hell in a Cell, ou quelle que soit la stipulation hardcore que vous voulez mettre à votre match, ne peut pas être pour le premier match. Il doit y avoir un premier match simple pour vendre des billets, et si ça marchait, et si la rivalité continue, et ben là il faut aller plus fort, plus loin, plus haut. Faut proposer quelque chose de plus. On va pas redescendre la hype. On va pas proposer un Hell in a Cell pour se proposer un match simple. Ça ne fait aucun sens. D'abord le match simple, on récolte un maximum d'argent, et puis parce que les gens veulent en voir plus, et ben on va leur donner plus. Et voici le Hell in a Cell. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout simplement. Tout simplement. Et donc avoir un Punk qui se fout de la gueule de journaliste en conférence de presse, c'était hilarant. Que dire sinon? Je pense que j'ai à peu près tout dit pour Punk contre Drew McIntyre. J'ai hâte de voir la suite. Je ne suis pas déçu de ce qui s'est passé pour Drew. Parce que, encore une fois, les gens sont « Ah, je suis dégoûté pour Drew. » Non, les gars. Drew est dans le run de sa vie.
Il est dans le run de sa vie, c'est la meilleure gimmick qu'il peut avoir. Et il est putain de over, Drew, à l'heure actuelle. Les gens adorent Drew. Dès qu'il apparaît à la télé, on a envie de voir ce qui va se passer. Champion ou pas champion, le plus important pour un catcheur, c'est est-ce que je suscite de l'intérêt? Est-ce que je suis intéressant auprès des gens? Et Drew McIntyre n'a jamais été aussi intéressant de sa vie auprès des fans de catch. Il a pas à se plaindre. Il est dans le run de sa vie, encore une fois. Son personnage n'a jamais été aussi intéressant. Et celui de Punk l'est aussi. Punk n'a pas catché depuis le Royal Rumble et le mec est intéressant à chaque fois qu'il apparaît. Parlons vite fait de l'opener aussi, Cody Rhodes contre Edge Styles dans un I Quit match. Un I Quit match, et ce n'est pas le premier match. D'abord, ils sont battus à Backlash dans un match simple. Cody a gagné. Puis, on a eu ce segment qui était génial avec Edge Styles qui reprenait Mark Henry, qui faisait un faux speech de retraite et faire un câlin à Cody Rhodes. Ensuite, lui latter les couilles et le battre. C'était génial. Et vu que Edge Styles avait dit j'arrête, I quit, je prends ma retraite, et bah il était logique que Cody Rhodes, qui en plus agacé que Edge Styles ait profité de ça pour revoir un match de championnat, lui fait bah tu sais quoi, tu voulais prendre ta retraite, et bah voilà notre match va être un I quit match. Et ça fait hyper sens, et c'est une stipulation que j'aime beaucoup quand elle est méritée, et pour le coup elle était méritée. Les deux hommes ont fait un superbe travail en promo, en présentation. Edge est dans un superbe run, encore une fois actuel, j'aimerais beaucoup voir Edge plus mis en avant encore une fois. Mais la compétition est beaucoup trop rude, et évidemment Cody doit gagner, et que Edge ne peut plus être au top de la carte. Mais actuellement Edge, j'ai envie de le voir reprendre des victoires parce que le mec fait un superbe run quoi. La shape, la promo, le in-ring, le mec est superbe Edge Styles. Donc j'espère que pour la suite il va y avoir plus de hype et avoir un peu plus de victoires. Mais le match c'est superbe, I Quit match, Cody Rhodes, Edge Styles, le work dans le ring il est fantastique. Et beaucoup de gens étaient déçus de la fin, en mode oh ça a tout un peu un... C'est un peu un nœud de poisson. J'ai plus l'expression, un poisson dans l'eau, j'ai plus l'expression, excusez-moi. Que de poisson, je crois que c'est ça. J'en sais rien. Je suis déjà fatigué. Mais les gens étaient un peu déçus de la fin. Et moi je suis en mode bah non, elle est logique la fin. Enfin, les deux mecs se sont cassés la gueule comme pas possible. On a ce spot où Edge menotte Cody Rhodes et il le latte avec le kendo stick comme pas possible, avec énormément de violence, et c'est fantastique. C'est cool de voir autant de violence. Enfin, les coups étaient vraiment portés, c'était agressif, c'était génial. Et safe. Agressif mais safe. Et finalement, Cody parvient à refaire un comeback et parvient lui à menotter Edge, et il le menotte à la corde. Et il commence pareil à la tête kendo stick, à la tête de coup de chaise, et Edge ne peut rien faire. Il n'a pas la clé, il est littéralement bloqué, il est handicapé, il est coincé, il est menotté au machin. Il va faire que se prendre des coups dans la gueule, et Cody arrive avec un escalier et il le soulève, et Edge sait qu'il peut rien faire. Donc qu'est-ce que fait Edge Styles? Bah oui, il dit I quit parce qu'il peut plus rien faire. Il y a aucune chance qu'il puisse reprendre le dessus. C'est terminé. C'est terminé. Le booking, il est logique. Et on a eu quand même 27 minutes d'action qui étaient franchement super cool, avec un final qui est juste logique. Je sais pas ce que les fans voulaient que Cody fasse à Edge Styles. Cody reste un babyface classique, et il va pas faire des techniques les plus outrancières pour battre Edge Styles, pour qu'ils disent I quit. Edge est un heel. Edge qui dise I quit, c'est beaucoup plus logique que Cody dise I quit. Enfin bref, c'est... J'ai aucun problème avec ce match, c'était un excellent match de catch. À la fin, Cody quand même, parce que il s'est quand même fait manquer de respect par Edge Styles, lui met quand même un bon coup d'escalier dans la gueule. C'est bien, c'est très bien, c'était superbe. Hâte de voir la suite pour Cody Rhodes. Et c'est là où le bas blesse, parce que pour le reste du show, c'était pas incroyable. Hein. Ce show, c'était 2 matchs de catch, on va pas se mentir. Même avec 5 matchs de catch seulement, j'ai trouvé le show long. En particulier quand Bayley affrontait Piper Niven. On va commencer par ça parce que je comprends, hein, Piper Niven, elle est chez elle, on est à Glasgow, etc. Mais elle a rien à foutre en pay-per-view. Absolument rien. Et le pire, c'est qu'elle a fait un bon boulot, Piper Niven. Dans le ring, elle a fait un bon boulot. C'est genre juste qu'en termes de présentation, depuis le début, elle a pas gagné un match sérieux, elle a pas gagné un seul match contre une lutteuse sérieuse. De base, on sait qu'elle a aucune chance face à Bayley. On le sait. Elle a aucune crédibilité, Piper Niven. Elle rentre avec Chelsea Green, s'il vous plaît. On s'en bat les couilles, Piper Niven. On s'en bat les couilles. Et même si elle a fait un bon travail,
dans le ring, elle était pas prête, elle avait pas l'aura pour justifier ce match-là. Et ça va manquer, même si le work dans le ring était bon, était ok, je me suis fait chier. Parce que le principe du catch, c'est pas de juste proposer des bons matchs. Si tu n'es personne et que tu fais un bon match, on en a rien à foutre. C'est de créer des stars pour que des stars, de on a envie de s'investir, se battent. Et même si les matchs des stars sera moins bon, sera un peu plus sloppy, on sera quand même plus intrigué que si c'est n'importe qui fait un bon match de catch. Et j'ai un super exemple avec ça, c'est que le match, le triple threat tag team match pour les titres féminins par équipe, dans ces matchs-là, il y avait Jade Cargill, qui est hyper verte et qui a botché dans ce match. Elle a botché, elle a tenté de faire un springboard jump, elle s'est viandée. Qu'est-ce que pourquoi Jade Cargill veut faire un springboard jump? Faudrait lui dire, Jade, t'as pas besoin de faire ça, t'es encore verte. Reste concentré sur tes basiques, rentre dans le ring de manière classique, t'es la meuf la plus forte, qui a les plus beaux muscles de division féminine, et bah profites-en, juste des clotheslines, des coups de pied, des powerbombs, le basique, le strict basique, pas la peine de faire un springboard jump qui va te ridiculiser. Donc bref, elle botche ça. Du coup, vu qu'elle botche et qu'elle est encore verte, elle a un peu perdu, elle a un peu paniqué, et toute sa séquence de comeback, elle a un peu raté. Mais tout le long, le tease du hot tag et la présentation de Jade Cargill, même si elle botche, bah je suis content de l'avoir dans le ring. Et j'ai envie de l'avoir dans le ring et j'ai envie de l'avoir cassé des gueules. Et pourtant, cette performance est bien moins bonne que celle de Pepper Niven. Mais je m'en fous. Jade, c'est une star. Et j'aime mieux voir ça. Ce triple threat tag team match, il est logique en termes de booking, mais pareil, hein, je veux dire... c'est pas très intéressant. Alba Fire et Isla Dawn, je n'aime pas du tout Isla Dawn. J'aime pas j'ai en conférence de presse, je les entends en train de parler et Isla Dawn est insupportable. Alba Fire, au moins, elle a une bonne gueule, je trouve. Elle a une bonne gueule et elle se défend bien. Mais non, elles ont gagné les titres. Bon, c'est cool. J'imagine que c'est bien pour que Bianca et Jade commencent un peu à construire un peu une rivalité, pourquoi pas qu'elle s'affronte à SummerSlam, on verra bien. Et enfin, on a eu Sami Zayn face à Chad Gable. Et là aussi, le match était bon. Le match était très bon. Chad Gable, Sami Zayn, c'est deux excellents workers. Et j'étais quand même très déçu du résultat. Là, pour le coup, j'étais déçu du résultat. Parce que Chad Gable est quand même dans le run de sa vie. Il a jamais été aussi intéressant. Et franchement, je trouve que c'est un des catcheurs les plus intéressants de Raw actuellement, Chad Gable, parce qu'il est juste sublime, je trouve. Il fait des choses superbes, il a une très bonne promo, et son catch, il est incroyable, le mec, il est fidèle à la compagnie, et j'avais envie de le voir récompensé, et Sami Zayn en tant que champion, c'est chouette, hein, Sami c'est un worker, mais, je veux dire, il peut laisser les titres à quelqu'un d'autre. Chad Gable, pour moi, avait besoin du titre pour se réélever, reprendre un peu de prestige. Il avait besoin de cette victoire. Et malheureusement, ils sont un peu trop concentrés sur la rivalité entre Otis et Chad Gable, et Otis a décidé d'aller envoyer se faire foutre Chad Gable pendant le match. Il s'est barré pendant le match, laissant Chad Gable livrer à lui-même, ce qui a provoqué sa défaite. Et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on aurait pu avoir un booking similaire à la Bloodline. Où Otis, malgré le latage de Chad Gable, serait resté fidèle. Malgré tout ce que Sami Zayn lui a fait subir, Otis serait resté fidèle à Chad Gable. Et serait resté son bras droit. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être vachement cool. Et malheureusement, il l'a abandonné et Chad a perdu. Et maintenant, on est encore dans cette situation. Chad Gable, je sais pas ce qui va lui arriver. Là, il s'est fait casser la gueule par le retour de l'Uncle Audi. Je pense qu'on va finir par ça. On va finir par parler de l'Uncle Audi d'ailleurs. Un petit segment bonus. Mais bref, Chad Gable, je m'inquiète pour lui parce qu'il était dans le run de sa vie. Pour moi, c'était maintenant qu'il fallait capitaliser. C'était là, ici, tout de suite, qu'il vient de changement intercontinental. On a peur de s'y diriger. Après, je comprends parce que Sami Zayn, j'ai l'impression qu'ils veulent faire en sorte que ce soit Braun Breaker qui devienne champion intercontinental, que ce soit lui qui batte Sami Zayn. C'est l'impression que j'ai en tout cas. On verra bien si Braun Breaker bat Sami Zayn devient champion, ça me va aussi, évidemment. J'adore Braun Breaker, je suis archi fan de Braun Breaker. Et pour moi, c'est lui qui aurait dû battre Gunther. Donc au final, on va revenir à peu près au même statut. Mais... ouais, je sais pas. Pauvre Chad Gable, je pense que là il y avait opportunité qui n'a pas été prise
Et je m'inquiète pour suivre sa carrière. Je m'inquiète pour lui parce que putain, quel bon worker, quel putain de bon worker. J'aimerais qu'il continue à être bien booké comme ça en fait. J'aimerais vraiment qu'il continue à être bien booké, à être mis sur le devant de la scène. Parce que putain, il le mérite. Oui, pour terminer, effectivement, je disais que Uncle Audi a pété la gueule à Chad Gable. Le Raw d'hier s'est terminé par le retour de l'Uncle Audi avec des nouveaux sbires. J'ai pas aimé. Par contre, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, vous savez que au moment où Bray Wyatt était encore en train, était encore booké à WWE, quand il était encore en vie, hein, rip à lui, et j'étais pas fan de son travail. Parce que, encore une fois, je le trouvais brillant dans la manière de faire, dans la promo, dans l'attitude, dans le charisme. Oui, Bray Wyatt était brillant, et son imaginaire était brillant. Mais je pouvais m'empêcher de me dire, mais c'est pas ce que j'ai envie de voir dans un show de catch, en fait. C'est pas ce que j'ai envie de voir dans un show de catch. J'ai pas envie de voir des éléments spooky, obscurs, ténébreux dans un show de catch. Le catch, c'est juste des gars qui ont des confrontations, qui se haïssent et qui se cherchent pour avoir des titres. Le catch, pour moi, c'est littéralement ce qui se passe entre Drew McIntyre et CM Punk à l'heure actuelle. Ça, c'est du catch. C'est du putain de catch. Du très bon catch. Tout ce qui est spooky, j'ai toujours un problème parce que les gimmicks de gens invulnérables... Bray Wyatt créait trop de problèmes à l'époque, il créait trop de... Putain, j'arrive pas à parler au passé. Bray Wyatt avait créé trop de problèmes, je trouve, à la WWE pendant son dernier run. Parce qu'il était brillant et qu'il était génial et qu'il avait beaucoup de fans et que les gens l'adoraient, certes. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Comment tu le bookes? Contre qui tu le bookes? Qui c'est que tu fais gagner? Si jamais il devient champion, qu'est-ce que tu fais? Parce que le mec, avec son gimmick, il est juste invulnérable. Enfin, ça fait aucun sens, en fait. Toutes les affiches perdent leur sens, perdent leur intérêt avec des personnages comme ça, qui transcendent un peu les règles établies. Et c'est ce qu'on a à l'heure actuelle avec l'oncle Audi. Quand il est revenu, toutes les lumières se sont éteintes. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il contrôle les lights? Est-ce qu'il est employé dans la fédération? Comment ça se passe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les lumières s'éteignent. Et la caméra va dans les coulisses. Et pareil, qui gère la caméra? Qui dit à la caméra de réagir comme ça, de faire un plan hyper léché avec... un plan hyper soigné qui filme tous les putains d'employés et Chad Gable, ça te fait péter la gueule, tout le monde est par terre, dans l'obscurité, il y a de la brume de partout, les écrans sont cassés, c'est vraiment la fin du monde. Et pourquoi le plan de caméra est aussi léché? Pourquoi il est aussi parfait? Pourquoi le caméraman a fait un boulot aussi bon? Je suis pas empêché de me penser à ça. En fait, le problème, c'est que je suis pas empêché de me penser au problème de production, de ce que ça implique en termes de production. Pourquoi Bray Wyatt a toujours un thème d'entrée? Qui appuie sur son thème d'entrée, là, en fait? La production est ok avec ça, parce que là, ils ont juste rétamé tous vos putains de Gorilla Position. Elle a été sans dessus-dessous. Est-ce que Triple H va bien? Triple H, il est là-dedans, normalement. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est pas par terre en train de vendre ce que a fait l'oncle Audi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça implique pour la suite? La manière la plus logique de faire tout ça, c'est de faire en sorte que la compagnie, dans l'intégralité, que Triple H aussi, prenne en compte ça et fasse une chasse à l'oncle Audi pour ce qu'il a fait. Il ne faut pas que ça sache que l'oncle Audi est employé à la WWE, parce que ça ferait aucun putain de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu bookes ça? Qu'est-ce qui fait sens, en fait, là? Encore une fois, c'est le problème que j'ai avec ces gimmicks, c'est que, certes, c'est cool sur le papier, oui, c'est cool sur le papier, c'est bien produit, les gens chantent holy shit, et ça fait rêver un peu les gens. Mais... il est où le sens là-dedans? Et ne me sortez pas... Oui, mais Undertaker, c'était ok. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler d'Undertaker? Parce que, encore une fois, Undertaker, il y a des choses sur lesquelles je suis archi fan, et d'autres choses auxquelles je suis moins fan. Quand il faisait popper des éclairs très mal faits sur le ring, je suis pas fan de ça. Mais là où je défendais toujours Undertaker, c'est que une entrée impressionnante, un côté spooky, certes, c'est le Deadman, il vient des ténèbres, etc., c'est cool, ok, c'est son gimmick, mais
si le mec était un catcheur, juste un catcheur simple, bah le mec serait un titan. Le mec fait 2 m 10 de haut, il fait peur, il est musclé, c'est un putain de texan. Enfin, Taker, si tu enlèves son côté si tu enlèves son gimmick, si tu enlèves son côté Deadman, il est toujours aussi impressionnant. Et dans le ring, ça reste toujours une menace réelle, concrète. C'est là-dessus où Taker était toujours défendable. Et c'est pareil pour Kane. C'est des colosses, les gars. En plus d'avoir des gimmicks impressionnants et un peu spooky, c'était des colosses. Là, l'oncle Audi, bah, je sais que c'est Bo Dallas qui est derrière. Et Bo Dallas, c'est pas une menace, quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Kozak, prenez soin de vous, bande de fans de catch.